La République centrafricaine a condamné fermement une attaque au colis piégé contre un représentant russe perpétrée vendredi dans la capitale, Bangui, et annoncé l'ouverture d'une enquête. Et la Russie a donc fermement affirmé, elle, de son côté, que l'un de ses représentants en Centrafrique avait été blessé vendredi par l'explosion d'un colis piégé. Une attaque que le chef du groupe paramilitaire russe a imputée à la France avant que Paris ne démente ses accusations. Eh bien, quelle lecture faites-vous de ces attaques ciblées? Doit-on y voir forcément une main française, comme l'a affirmé Evgeny Prigojine? En tout cas, c'est autant de questions qui trouveront réponse dans quelques instants. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Bienvenue mesdames et messieurs à cette édition du point sur l'actualité sur les antennes de Foyo Media Africa. Eh bien, merci de nous honorer de votre présence au moment où nous mettons sur la table la question centrafricaine avec cet attentat avec un colis piégé donc qui ciblait les Russes, notamment la maison russe située en pleine capitale centrafricaine Bangui. Et finalement, le représentant ou le responsable de cette maison, Dimitri, qui a été grièvement blessé, a été évacué du côté de Moscou. On en parle avec nos invités et avec vous qui nous suivez sur plusieurs canaux, 96.3 FM pour ceux qui sont à Douala et ses environs. Et naturellement, les satellites Eutelsat et Amos vous accueillent chez vous, sans oublier Facebook et YouTube et bien sûr l'application sur Play Store. Merci de nous honorer donc de votre présence. Et pour en parler des meilleurs consultants du moment sur la planète Afrique, pour reprendre un peu l'expression des Camerounais, et il s'agit de notre consultant permanent, Jonathan Batingini, qui est avec nous tout d'abord. Joe, bonsoir. Bonsoir, Bassi Mohamed Ladan. Je vais reprendre un copanéliste et ami, un frère qui vit en Angleterre, Abou. Abou d'Angleterre, tout à fait. Qui dit toujours le meilleur journaliste de la planète. Donc, merci. Abou que nous saluons, certainement qui est en train de nous regarder. Si le meilleur journaliste de la planète nous dédie à cette fin d'année la place de meilleur consultant, ça dit que nous travaillons vraiment et nous sommes reconnaissants. Nous saluons tous les panafricanistes, les panafricains, les Africains qui regardent l'émission. Nous leur disons merci pour la confiance parce que c'est grâce à eux que cette émission continue de prendre de l'ampleur. C'est grâce à eux que le combat que nous défendons tous les jours prend une réalité concrète sur le terrain. Nous saluons tout le personnel Foyo, la direction des autorités du Cameroun, particulièrement les forces de sécurité et de défense. Et nous demandons, parce que ça fait plus de 3 mois, que notre sœur Edith Puchéry-Ballet est tenue dans les geôles du dictateur despote sanguinaire d'Abidjan, Alassane Dramane Ouattara. Demandons sa libération inconditionnelle et sans délai. Notre sœur Edith Puchéry, nous l'avons répété ici une fois, nous n'allons pas nous y éterniser, c'est-à-dire pour dire quels sont les succès de son combat. Notre sœur Edith Puchéry-Ballet est innocente. Elle est injustement arrêtée. C'est une forfaiture du régime sanguinaire d'Alassane Dramane Ouattara. Demandons sa libération inconditionnelle sans délai. Nous disons, Edith, maman, chérie Coco, notre soeur, courage, courage. Vraiment beaucoup de courage. Toute l'Afrique est avec toi. En ces moments difficiles, en ces moments que tu traverses, tu as besoin de tout notre soutien. Toute l'Afrique, la planète panafricaniste te soutient. Tous les hommes libres du monde te soutiennent. Tu es une icône. Tiens bon, continue de tenir. Bientôt tu seras. Beaucoup de courage donc à Puchéry-Ballet du côté de la Côte d'Ivoire. Jonathan qui en a fait son combat personnel, Joe. En tout cas, merci pour l'engagement aux côtés des justes. Nous accueillons un autre, et vous l'avez dit. Donc, on l'a surnommé le jeune loup,
aux dents longues. Eh bien, pour nous, il est beaucoup plus que ça, puisque c'est un géostratège. On l'accueille sur le plateau de Foyou Média Africa. Il est souvent un peu rare sur nos plateaux, c'est parce qu'il nous prépare beaucoup, mais alors beaucoup d'analyses consistantes avant de venir sur le plateau. Vous l'avez deviné, il s'agit de Charlie Kenyé. Bonsoir Charlie. Bonsoir Mohamed Bachir, bonsoir Jonathan Bategene, bonsoir à toute la galaxie panafricaine, bonsoir à tous ceux-là qui prennent un malin plaisir à nous écouter. Nous sommes très honorés d'être à nouveau sur cette antenne. Je profite de l'occasion qui m'est pour vous saluer vous personnellement. Merci. Et saluer la galaxie en annonçant le fait que vous avez été élu, vous avez eu le prix du meilleur journaliste panafricain de l'année. C'est à célébrer. À célébrer lorsqu'on sait le magnifique travail que vous faites au quotidien, justement dans le cadre de la conscientisation des masses. Vos pères ont décidé justement de vous mettre à l'honneur, de vous rendre cet honneur, de vous rendre produit le fruit de votre travail. C'est dûment mérité. Personnellement, il n'y a pas de débat dessus. Je crois que nous tous ici sur ce plateau, nous sommes unanimes sur le magnifique travail que vous faites aux côtés de vous, bien sûr, d'autres frères, dont nous n'allons pas mentionner le nom ici, mais qu'on connaît très bien. En tout cas, quand vous le dites, merci déjà pour cela. Je ne savais pas qu'on allait l'évoquer. Je serais venu avec ce trophée pour le présenter à nos téléspectateurs nombreux. Exactement. Et rappeler à tous ces téléspectateurs que, bien sûr, c'est un prix qui a été remis en double. Sike Ndoumbe, ma chère sœur Sike Ndoumbe, a reçu également le même prix. Voilà. Donc, félicitations à elle, hein, du côté de Washington. DC. Quoique quelque part, c'est vrai que c'est un débat qui ne doit pas se poser ici à Mondovision. Il y aurait eu, personnellement pour ma part, quelques petits manquements, mais les prix sont mérités en ce qui vous concerne, en ce qui concerne également notre très chère sœur Manuela Sike, que nous saluons ici en passant. Donc ce sont des prix humblement mérités, dûment mérités, et pour ça je ne peux que vous remercier. Je ne peux que vous remercier, non pas le comité d'organisation, il faut que je sois clair dessus, parce que vous avez mérité ce qui vous a été remis. On voit le travail que vous faites au quotidien, on voit même les risques que vous faites, que nous prenons au quotidien pour être là. Donc, le dire à Mondovision, ce ne serait que justice. Donc, vraiment, très cher Bachir, Manuela et bien d'autres personnes qui mènent ce combat à nos côtés, nous vous saluons justement pour la témérité. Merci infiniment Charlie Kenyé, et bien sûr, c'est l'occasion, Jonathan Batengene, d'aller rapidement vers notre thématique. Nous parlons de cet attentat contre un représentant russe du côté de la Centrafrique, le chef de la maison russe à Bangui, qui a reçu un colis piégé, et selon les informations à nous parvenir, il s'agirait d'un colis envoyé par DHL qui est venu tout simplement, et il s'est avéré que c'était quelque chose d'assez explosif. Qu'est-ce qu'on va dire? Pour nous Camerounais, pour nous Africains, il n'y a rien de neuf. J'ai écrit sur l'Empio, le grand nationaliste togolais. A été assassiné par qui? Service secret français, un capitaine français l'a exécuté. Simplement parce qu'il n'était pas dans les bonnes grâces de balle. Félix Roland Moumier a été empoisonné par un agent des services secrets français, Bechtel. Lumumba, il a été tué, assassiné, avec la bénédiction de la CIA et le concours des Belges. Bon, remontons à notre époque. Thomas Sankara, je voulais citer tous nos grands héros qui ont été assassinés. Pour montrer que pour nous Africains, il n'y a rien de... C'est même pas... C'est juste que ça a perdu, mais c'est le mode. Je vais revenir là-dessus. Il y a quelques mois, la jeune journaliste, la fille de Alexander Dugin, Platonova Dugina, qu'est-ce qui lui est arrivé? Un attentat contre elle. Voiture piégée. Elle en est décédée. Adrien Bouquet, ancien militaire français, en Turquie, un attentat contre lui. Simplement parce qu'il a tenu une thèse qui n'arrange pas les Ukrainiens et l'OTAN. Attentat contre lui. Après le troisième attentat en Turquie, les autorités turques ont mis en garde les États-Unis et tous leurs alliés, en disant que c'est la dernière fois, vraiment on ne veut plus entendre ça. Arrêtez vos affaires sur notre territoire.
Quand vous regardez tout ça, il y a une récurrence. Ben Laden, qui l'a fabriqué? La CIA. La CIA. Pourquoi je dis qu'il n'y a pas d'onde de surprise? L'OTAN a utilisé la terreur. C'est la terreur. Ce n'est pas le fait de porter une bombe et venir s'exploser dans un marché. La terreur en tant que terrorisme, c'est le fait d'utiliser la violence pour défendre des idées politiques. L'Occident a fait de la terreur un mécanisme de dissuasion des idées contraires qui s'expriment, comme soit en compétition avec ces idées politiques, soit dans un cadre alternatif à ces idées politiques. Toujours est-il que l'Occident est dans une vision unidimensionnaliste de l'humanité. Et les pays de l'OTAN qui ont pratiqué ces modes d'élimination ciblés pour imposer leur vision du monde trouvent qu'il est devenu normal de tuer pour justement s'imposer soi-même. Peut-être que la nouveauté aujourd'hui, c'est de voir que la Russie fait davantage l'objet de ce genre d'attaque de la part de l'OTAN. Avec Platonova, notre sœur Platonova, à qui nous rendons hommage, Platonova Dugina, son élimination, ils l'ont justifié, son assassinat, ils l'ont justifié comme ayant été porté par les services secrets ukrainiens en réponse à l'occupation du Donbass. Oui. Chez eux, l'occupation, chez les Russes, la libération du Donbass. Dans ce cadre-ci, quand vous lisez le message, ils disent que le représentant de la Russie, notre hôte, va payer pour l'ensemble des Russes en Afrique. C'est d'abord insensé, parce que même s'il décède, c'est un citoyen russe. C'est vrai, la nation russe sera affectée, mais ce n'est pas toute la nation russe qui aura payé pour cela. Donc, c'est quand même un indicateur. L'Occident a recours à la violence dans ses combats politiques. Or, d'après les chercheurs occidentaux, le terrorisme, c'est justement l'usage de la violence pour défendre des idées politiques. Donc, en fait, l'Occident est un acteur majeur, si ce n'est l'acteur par excellence qui décuple et fabrique le terrorisme dans le monde, qui légitime et institutionnalise le terrorisme au point où ce ne serait pas exagéré de dire que l'OTAN, parce que moi je préfère ne pas toucher simplement les pays, l'OTAN, chaque membre pris à l'intérieur, particulièrement les États-Unis, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, sont des sponsors du terrorisme dans le monde. Alors, mais dans le cas présent, il faut bien rappeler quand même que même Prigojine qui accuse la France ne parle pas de l'OTAN, il ne parle pas d'un autre pays. Le document qui a été envoyé par DHL, d'où pensez-vous qu'il soit venu? D'Ukraine. Les avions civils quittent l'Ukraine pour aller en RCA. Document DHL. C'est un peu, moi, je n'ai pas besoin de trop. Faut pas se cacher. Si le message est clair que c'est la France, mais c'est les Français. Et j'ai pris un point de départ. Y a-t-il des antécédents? Quand vous voulez soupçonner un criminel, vous regardez quand même son passé criminel. Hein? Un individu, quand vous le soupçonnez de réaliser une forfaiture, vous regardez son passé criminel. Oui. Dans le cas de la jeune française, c'est attesté. Le passé criminel de la France est attesté. Pour nous, Camerounais, Bechtel. Pour les Togolais, Olympio. Pour les Burkinabés, Sankara. Pour les Maliens, tout. Chaque peuple africain peut vous dire qu'il a une expérience du terrorisme d'État utilisé par la France. La France est un État sponsor du terrorisme. Quand vous voyez dans le Sahel les vidéos de combattants entraînés par les forces spéciales françaises, c'est quoi? C'est du terrorisme.
Ce qui s'est passé contre le représentant de l'État russe, c'est un acte terroriste. C'est simplement les cibles de gros calibre maintenant. C'est ça qui est la nouveauté. C'est que l'État terroriste de France a décidé de s'attaquer à des gros cibles. Mais ça arrive parce qu'il est à l'agonie. Vous savez qu'un cadavre à l'agonie n'est plus prié d'avoir la bienséance. Et les formules de politesse, il ne les connaît plus. Vous avez même un homme respectable, pendant qu'il est en train d'agoniser, il vous raconte du tout et de n'importe quoi dans le délit. Il vous bave dessus, ce qui, dans des conditions normales, ne se produirait pas. Donc, il faut comprendre aussi que la France est en agonie. Et dans cette agonie, elle est prise par des spasmes involontaires. Et donc, ces vomissures, c'est simplement la saleté qu'elle contenait qui ne fait que s'exprimer. Pose un attentat contre les Russes. Tout le monde sait que la France qui attaque la Russie n'est pas de taille militairement à faire une guerre avec la Russie. Mais, comme on va dire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'il leur reste à faire? C'est fini. Quand ils regardent sur l'horloge du temps de l'impérialisme, leur temps se compte désormais en secondes. C'est fini. Donc, pour ne pas simplement mourir sans avoir combattu, elle reprend ses actes avec beaucoup plus d'audace. Et ces actes, c'est les actes terroristes. La France est un État sponsor du terrorisme. Je répète parce que il faut que les Africains intègrent cela. La France est un État sponsor du terrorisme dans le monde. Jonathan Batengili, merci à vous pour ce jet. Charlie King, je vais me retourner vers vous. Alors, quelle est votre lecture de ce qui s'est passé à Bangui? Il s'agit quand même de la Grande Russie qui est ciblée. On se serait attendu à ce que tout cela se fasse du côté de la mer Noire, comme ce fut le cas avec la consoeur journaliste dont faisait allusion Jonathan Batengili. Mais là, c'est quand même en territoire africain et en RCA. Bien. Principalement, il faut déjà rappeler que c'est un acte qui avait été alerté par les services de renseignement russes, c'est-à-dire que depuis un certain nombre de temps, puisque l'Occident, fidèle à sa logique, c'est-à-dire que jusqu'au boutiste, parce que c'est une logique jusqu'au boutiste, même lorsqu'ils ont perdu, ils développent des stratégies de nature parfois à se faire violence seulement pour se donner raison. On l'a vu avec les États-Unis qui se sont plu à assassiner 3000 de leurs concitoyens parce qu'il fallait justifier une guerre en Irak. Tout simplement pour des raisons... L'attentat du 11 septembre. Exactement, tout simplement pour des raisons pétrolières. On a vu comment les services de renseignement ukrainiens, aux côtés des services de renseignement otaniens, ont envoyé des lettres piégées au niveau des ambassades ukrainiennes en Europe pour justement l'endosser sur le dos de la Russie et justifier que c'est un État terroriste. Donc, vous voyez comment un pays va jusqu'à se faire violence simplement pour se donner raison. Donc, il y avait un ensemble d'informations qui circulaient en beau ou pas le renseignement russe, comme quoi ce genre d'attentat était prévisible. D'ailleurs, le renseignement russe même est allé plus loin. Il faisait savoir que les services de renseignement ukrainiens préparaient des bombes sales, qui en réalité ce sont des bombes atomiques, mais de très faible quantité, préparaient des bombes sales qu'ils voulaient faire exploser en Ukraine pour justement endosser ça sur la Russie et justifier une intervention internationale ou alors justifier une solidarité internationale derrière l'Ukraine. Donc, ça démontre à suffit qu'on a un pays qui est sadique. À la limite, ça c'est du sadisme. On a une communauté qui est sadique. Donc, aujourd'hui, les informations du renseignement russe qui justement attestaient de cette réalité-là, du fait que la France, parce que dans le cas on parle de la France, mais ils ont cité le nom la France. Mais je peux vous rassurer que derrière la France, il y a toute l'Union européenne, mais principalement la France. Les informations qui attestaient justement de cet égard ou alors de cet acte de la France envers un certain nombre de représentations diplomatiques de la Russie sur le sol africain étaient avérées. D'ailleurs, je crois que bien avant que l'acte soit posé, il y a eu un précédent parce que il y a eu des lettres qui avaient été adressées à M. Dimitri Stipi, lui montrant son fils qui était bien suivi par un certain nombre d'agences de renseignement occidentales et lui faisant savoir que
qu'il sache que son enfant est suivi et que au cas où il ne voudrait pas, ou alors il ne respecterait pas, ou alors il n'entrerait pas en complicité, en intelligence avec l'ennemi, à savoir les forces françaises et otaniennes, il serait frappé. Donc, c'est un monsieur qui vivait déjà dans la peur, dans la psychose, justement, du fait que sa famille soit menacée. Et donc, les informations également démontrent à suffit que le renseignement russe fort de ces révélations-là avait pris un ensemble de mesures sécuritaires de nature à pallier au problème. Le problème qui se pose, c'est que monsieur Dimitri Stipi de la Maison de la Culture de Russie en République centrafricaine n'a pas respecté ses consignes de sécurité, tout simplement parce que dans sa tête, il était dans cette psychose qu'à tout moment, il pouvait recevoir des informations de nature à véritablement porter atteinte à son fils ou alors à sa famille ou à sa propre personne. Ce qui fait qu'il n'a pas respecté les consignes de sécurité. Parce que si véritablement il avait respecté les consignes de sécurité, je peux vous rassurer que cet acte n'aurait pas eu lieu. Mais cela nous oblige à nous poser une question beaucoup plus profonde. Ça veut dire que si la France, parce que dans le cas échéant, il s'agit de la France, puisque le communiqué, le message qui avait été porté à l'attention de Dimitri Stipi avant, disait ceci: on vous demande de libérer l'Afrique. L'Afrique est un territoire français. Autrement, vous allez être frappé. C'est clairement l'intention qui avait été adressée à ce citoyen russe. Donc, on comprend très bien que qui a plus d'intérêt en France que toutes les autres puissances, pardon, qui a plus d'intérêt en Afrique que toutes les autres puissances, c'est la France. Donc, fort de ce constat-là, le citoyen russe n'a pas respecté les consignes de sécurité et nous en sommes arrivés à cette catastrophe. Mais comme je disais tantôt, cette catastrophe en réalité démontre ou alors cache une intention beaucoup plus malsaine. À savoir, on voit clairement que à chaque fois que ces pays, entre guillemets, pays de lumière, qui nous ont été vantés comme des pays de droits de l'homme, de liberté, d'égalité, de fraternité, à chaque fois qu'ils se retrouvent en dehors de leur zone de confort, ils sont capables du pire. Parce que aller jusqu'à poser un acte aussi odieux, je dis bien aussi odieux, contre qui en plus? Contre une superpuissance, parce que la Russie, ce n'est pas la République centrafricaine. Si vous attaquez une mission diplomatique russe à l'échelle internationale, mais les Africains en réalité devaient se poser la question: quand ce sera notre tour, est-ce que nous également on aura la force de riposter? Parce que je peux vous rassurer, la Russie va riposter face à cette attaque. Mais est-ce que nous, les Africains, demain, si cela avait été nos représentations diplomatiques, est-ce que nous serions en mesure de riposter? Ça pose deux problèmes. Ça démontre premièrement que le combat dans lequel nous sommes engagés, c'est un combat pour lequel nous devons payer le plus fort. Parce que si un allié qui se plaît à embrasser notre combat subit ce qu'ils sont en train de subir de la part de ces mercenaires, qu'en serait-il de nous? C'est une question que nous devons nous poser, premièrement. Deuxièmement, il faut également qu'on intègre la dimension de la sécurisation de nos missions diplomatiques à l'échelle internationale, si on veut continuer dans le combat que nous menons. Parce que hier, c'était un cas de bombe. Mais, bon Dieu, depuis 5 ans aujourd'hui, j'interpelle même les autorités de mon pays à revoir les procédures sécuritaires au niveau des différents édifices publics. Parce que moi, Charlie Kenyé, si j'écris aujourd'hui, je prends un cas très simple, j'écris à la direction de la douane, j'écris par exemple à la direction des impôts, j'écris par exemple au ministère de l'administration territoriale, ou j'écris au ministère des finances. Mais la lettre, le courrier que j'envoie là-bas ne passe par aucune procédure de contrôle. En termes de sécurité, vous verrez qu'il y a un secrétaire là-bas ou un agent là-bas chargé du courrier, c'est lui qui reçoit, il lit le propriétaire, il envoie au destinataire. Ça ne marche pas comme ça. Nous devons savoir que nous sommes en guerre. Lorsqu'on reçoit un courrier, je prends un cas très simple. Je peux rédiger un courrier, à l'intérieur, j'y mets de l'anthrax, qui est un gaz. Je rédige le courrier, j'y mets. Bon, le destinataire du courrier, si c'est une personnalité importante du pays, à l'instant où il décachette l'enveloppe, on sait très bien ce qui va l'arriver. Imaginez donc si dans la salle, il est entouré de plusieurs collaborateurs. On connaît très bien la suite. Alors, est-ce que les courriers qui arrivent au niveau de nos différents départements, au niveau de nos différentes administrations, passent par des mesures de sécurité? Ou alors, est-ce que les personnes même qui travaillent ont un certain consigne de sécurité en termes de respect, non seulement à leur intégrité physique, mais également à la vie des personnes vers qui ces courriers sont destinés? C'est des questions auxquelles nous devons répondre immédiatement. Puisque nous n'avons pas la force, encore moins la matrice de pouvoir répondre, comme c'est le cas avec la Fédération de Russie qui est attaquée sur le sol centrafricain. Donc aujourd'hui,
La France et ses alliés nous démontrent clairement que c'est un pays de voyous. Je m'excuse d'utiliser ce terme. C'est un pays de voyous. Parce que si on en est... Mais jusqu'ici, à notre niveau, on n'a aucun élément qui prouve que c'est la France qui est derrière tout cela. On s'accroche tout simplement à la déclaration du chef des paramilitaires russes. Exactement, mais je vais encore plus loin. Je vais encore plus loin. Et je suis d'accord avec vous. Le ministère des Affaires étrangères russe est également allé plus loin dans son communiqué. Ils accusent l'internationalisme terroriste. De vous à moi, qui parraine l'internationalisme terroriste? C'est le bloc occidental. On peut passer la journée ici à démontrer. Moi-même, je peux passer la journée ici à démontrer. J'ai commencé mes propos par vous développant le fait que lorsque des personnes, soi-disant des personnes représentant des valeurs, sont prêts à se faire violence, j'ai pris le cas des États-Unis qui ont tué 3000 citoyens américains parce qu'ils voulaient justifier une guerre en Irak. J'ai pris le cas même de l'Europe. Je vais même encore plus loin. Voilà une Europe aujourd'hui, au mépris de sa propre population, est prêt à aller saboter les gazoducs russes. C'est-à-dire que ils ont mis leur économie en berne. Ils ont mis une population dans des conditions drastiques. Le taux de chômage est en train de monter en Europe. Tout simplement parce qu'ils veulent montrer aux yeux du monde qu'il y a un ennemi qu'ils ont eux-mêmes fabriqué. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Donc, lorsqu'on étudie un pareil phénomène, ce n'est pas qu'on fait dans la spéculation. L'analyse est d'abord axée sur l'histoire et sur les événements et les actes qui ont été posés par les hommes au niveau de l'histoire pour analyser le futur. C'est ça la science. C'est ça l'analyse stratégique et prospective. On sait très bien, l'Occident nous a habitués à ce genre de phénomène, à ce genre de mécanisme, à ce genre de système. Je vais m'aller plus loin. Je tiens à vous rappeler qu'il fut une époque, ce qu'on appelait la SDC, c'est-à-dire ce qui est devenu aujourd'hui la DGRE, la DGRE française. En France, c'était le service de documentation et de renseignement extérieur, un truc comme ça. À une époque, lors de la guerre avec l'Algérie, ce qu'ils appelaient les Harkis, avaient mis sur pied une organisation terroriste qui était parrainée par le renseignement français. Ils appelaient ça la main rouge, pour poser un certain nombre d'actions terroristes et le mettre sur le dos des Harkis en Algérie. Je vous dis que c'est un problème. S'ils sont coutumiers de ce genre d'actes. Et leur première cible était les Européens. Les Européens. Ils tuaient leur propre frère. Ça, vous comprenez. Ils ont tué des avocats français d'origine algérienne. Ils ont tué des journalistes français. Ils ont tué des hommes d'affaires français. Ils ont tué des hommes d'affaires allemands. C'est-à-dire qu'ils ont tué des Européens simplement parce qu'ils voulaient se donner raison par rapport à une guerre, par rapport à un conflit qu'ils faisaient de l'autre côté. Alors, donc, ce n'est pas nouveau. C'est aux Africains de se redéfinir, de comprendre que nous sommes en guerre. Et lorsqu'on est en guerre, on a la mentalité du guerrier. On agit comme des guerriers. Merci Charlie et Kenny. Il faut qu'on vous aime sur les plateaux. Alors, Jonathan Batenguini, on affiche les numéros pour les appelants, s'il vous plaît. Je vois déjà des petits messages pour me demander à quel moment on appelle. Vous allez appeler tout de suite. Jonathan Batenguini. Alors, il y a un autre événement qui s'est déroulé juste après cet attentat contre Dimitri. Il y a quelques heures, c'est-à-dire dans la nuit de dimanche à lundi, le bâtiment de l'Union européenne à Bangui a été complètement consumé par un incendie. Est-ce qu'on peut voir ça comme une riposte, comme des représailles? Des représailles de qui? Donc les Russes seraient allés. Les Russes, on va rentrer dans la loi de la jungle. Les Russes, vous attendez de faire assassiner un de nos représentants. On vient brûler votre... on a d'ailleurs des images de ce bâtiment. Je crois que Signe l'a fait passer tout à l'heure. Le bâtiment complètement calciné. Il s'agit donc des bâtiments de la résidence, c'est ça ici, des bâtiments de la résidence de l'Union européenne. Jonathan, vous poursuivez. Oui. Là, il y a une enquête, n'est-ce pas? Mais bien sûr, comme ce fut le cas avec l'attentat contre... Quand vous voyez la barrière, là, vous voyez comment il y a les barbelés sur les murs qui ont carrément 30 cm d'épaisseur. C'est-à-dire que c'est des murs assez costauds. Vous pensez que les Russes vont venir escalader ces murs? Non, il y a les soldats même européens qui sécurisent ça. Vous savez, pour brouiller davantage les pistes, les Européens sont forts. Les Ukrainiens ont bombardé leur propre ville. Ils bombardaient leur propre ville. On a vu ça en Ukraine. Moi, je ne savais pas que ça existe. Le massacre même de Boucha. Il n'y a même pas le massacre à Boucha, mais eux-mêmes, ils tirent les missiles qu'ils ne contrôlent pas. Ils disent que c'est la défense antiaérienne. Ça tombe encore à Kiev. Les missiles ukrainiens, et c'est ce que le travail qu'Adrien Bouquet est allé faire. Il a dit que les missiles même que vous utilisez là, c'est même les missiles que l'Europe vous a donné. C'est ça ici. On dit non, ta thèse là n'est pas bonne. On va te tuer pour ça. Pourquoi tu viens nous contredire? Donc ils ont l'habitude de faire des attaques sous faux drapeau.
contre leurs propres intérêts. Charlie a parlé des attentats du 11 septembre. Moi, je ne vais pas rentrer dedans parce que on va dire que nous sommes un plateau conspirationniste, complotiste. Donc, ils ont l'habitude d'utiliser des attaques sous faux drapeau pour justifier la violence. Comme c'était tellement flagrant qu'il y a une attaque contre un citoyen russe et que cette attaque, c'est du terrorisme d'État. Et vous savez qu'il y a toute une bataille au niveau du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies et du Conseil de sécurité pour la reconnaissance ou de la Russie ou de l'OTAN comme sponsor du terrorisme. Mais avec cette situation, la Russie n'a pas besoin de se battre. Les Africains même voyaient que le sponsor du terrorisme, c'est l'OTAN, avec sa filiale représentative en Centrafrique, la France. Parce que l'OTAN, c'est comme une multinationale. Il y a ces petites filiales là, la France, l'Angleterre, chacun là, il a une petite zone. Et le PCA, c'est les États-Unis. Donc c'est le CEO qui coordonne les activités. Et ils sont là, leur rôle, c'est l'impérialisme. Donc les États-Unis ont donné quitus à la France et fait tous ces trucs. La France croit que c'est une bonne chose de commettre des attentats. Et comme il fallait quand même masquer la chose, vous voyez, on a brûlé ces maisons-là. Vous avez entendu qu'il y a des victimes. Voilà, on brûle de manière, les Russes viennent brûler de manière, comment dire, en représailles. Et ils s'assurent que vous en sortez. Alors si ce n'est pas le cas, est-ce que ce serait donc les Européens qui auraient mis le feu sur... Tout est probable, moi je parle sur des hypothèses, tout est probable. Et dans ce cas, ce serait quoi? Serons-nous dans une sorte de stratégie de communication pour étouffer l'affaire russe? Une attaque sous faux drapeau pour dire il y a eu un attentat contre Russie, il y a aussi eu un attentat contre les bâtiments de l'Union européenne. Donc dans la construction de la communication, c'est que Bangui est même devenu incertain. Les Russes ont attaqué l'Union européenne. Là maintenant, tout le monde doit commencer à se dire mais il faut qu'on pense à la sécurité des Centrafricains. C'est ça. Ils veulent anticiper sur la communication. Ils veulent prendre à leur propre avantage cette situation dans leur manière de communiquer dessus. Et ils veulent se victimiser, comme fait l'Ukraine. L'Ukraine dit qu'elle est victime d'une attaque. L'Ukraine ne dit pas que nous avons provoqué les Russes. Nous sommes victimes. Il y a ce langage de la victimisation qui veut être utilisé et créer une surenchère sur la question sécuritaire. Parce que quand vous allez regarder les médias occidentaux dans le traitement de la communication, c'est... Hier, il y a eu un attentat contre les Russes. Les Russes sont venus les aider, mais après, il y a l'Union européenne. Ça veut dire que quand même Bangui, le président Touadéra, il se targue d'avoir amené la sécurité. Mais Bangui, on commet des attentats à Bangui. C'est ça. L'enjeu, c'est aussi de déconstruire. Avant ça, il y a aussi cet incendie à l'ambassade de France du côté de Bangui. Là-bas, c'est les populations qui l'avaient fait. Là-bas, c'est pas caché. Les populations étaient fâchées, ils ont mis le feu. Et qu'est-ce qui prouve que ces mêmes populations ne seraient pas derrière cet autre incendie? Pour l'instant, moi, on a vu quand même des messages de soutien tout à l'heure. Signe a montré ces belles images qui nous viennent de notre correspondant du côté de Bangui, Anne-Lise. Et donc, on a vu des populations sorties. C'était au moment où on accompagnait Dimitri pour son évacuation, les messages de soutien, etc. Les populations soutiennent les Russes, ça c'est sûr, parce que avec les Russes, ils voient un partenariat qui leur permet de gagner la lutte contre les mercenaires occidentaux. Maintenant, de l'autre côté, les populations, du moins jusqu'à présent, moi j'ai lu nulle part où on dit que les populations sont incriminées dans cet incendie de siège de l'Union européenne. Par contre, pour l'ambassade de France, il y a des témoignages qui le disent. Donc, si ce n'est pas les populations, et je ne pense pas que les populations centrafricaines, au lieu que d'aller exprimer leur soutien à leur hôte qui est actuellement blessé, ils vont se lever pour aller mener des représailles en brûlant le siège de... D'ailleurs, que c'est même d'abord invraisemblable. Quand vous voyez le bâtiment là, niveau de sécurité, pensez que les populations là vont prendre tout leur temps pour aller brûler avec les risques que les forces des Nations Unies qui sécurisent ce genre d'édifice tirent sur elles. Surtout que vous savez qu'en ce moment, les forces des Nations Unies, sachant que c'est les parrains internationaux de toute la mafia qui est aux Nations Unies qui sont attaqués, ils vont pas se montrer tout à fait économes en matière de tir de fusil. Des gens vont décharger leurs chargeurs sur ces jeunes-là. Donc, si on exclut l'hypothèse de la population, puisqu'il n'y a aucun témoignage qui corrobore que ce serait des populations, il nous reste quoi? Il nous reste
la thèse d'une origine interne de l'incendie. Mais l'origine interne, on a appris, et moi je ne savais pas aussi ça, hein. Quand Kiev, les combats ont commencé, et que tout le monde avait peur que la Russie prendrait l'Ukraine en quelques jours, qu'ont fait les services secrets ukrainiens? Je crois que Charlie, qui est un expert en défense, même peut corroborer. Ils ont commencé par brûler toutes les preuves qu'il y a les biolaboratoires là-bas. Eux-mêmes, ils ont brûlé le siège des services secrets. Ce n'est pas les Russes qui ont brûlé le siège des services secrets, c'est eux. Ils ont sorti les documents, ils ont brûlé, ils ont mis le feu. Ils disent non, il ne faut même plus qu'on retrouve, même on ne retrouve plus rien. Mais c'est ça. Qu'est-ce qui ne nous dit pas que le centre de coordination de tout ça, c'était aussi là-bas? Qu'il fallait effacer ça. Non, il y a des hypothèses qui peuvent être émises. Mais je dis encore, c'est des hypothèses. Rien de tout ça ne peut attester que nous sommes... Ce qui est sûr, la seule certitude que nous avons, c'est que l'attentat contre le représentant russe est lié à la France. En s'appuyant sur ce que les Russes ont dit. Sur tous les éléments. Puisque les enquêtes sont... Le renseignement russe était clair. Le gouvernement centrafricain... C'est la deuxième fois. Charlie l'a répété. Oui, mais c'est la deuxième attaque. Et la première attaque avait été toujours menée avec des sources venant de France. Les services secrets russes sont formels là-dessus. Ça venait de la France. Alors, je voudrais juste préciser la position du gouvernement centrafricain là-dessus. Il a évoqué une vaste campagne de déstabilisation du pays par ceux qu'il désigne comme des ennemis du peuple centrafricain, sans citer aucun nom. Mais le gouvernement centrafricain est dans la diplomatie. Nous, on dit des choses que le gouvernement centrafricain ne veut pas dire. C'est les Français. C'est la France. Nous, on ne va pas... Je ne suis pas ambassadeur de Centrafrique, donc on ne va pas venir me demander, moi en tant qu'ambassadeur, non, on ne va pas s'expliquer là-dessus. Les preuves sont là, tout corrobore que c'est la France. C'est la France qui est derrière ces attentats. La France est un État sponsor du terrorisme. Si c'était une compétition, l'OTAN a déjà ce label. Pour tout Africain, vraiment... En dehors de jeunes Français, qui est déjà validé, n'hésitons pas, chaque fois qu'on interagit avec leurs représentants, de leur rappeler qu'ils sont les principaux sponsors du terrorisme dans le monde. Et au Centrafrique, ils sont en train de le montrer. La nouveauté Bachir, c'est le type de proie. C'est comme un chasseur qui, toute sa vie au village, ne faisait que chasser le rat, le hérisson et les perdrix. Un jour, il vient dire au village, j'ai chassé une panthère. Mais Charlie, tu connais comment ça va se passer. On dit, mais attends, tu as chassé une panthère, tu as quitté du rat, perdrix et hérisson, tu es maintenant panthère. C'est ça. C'est que pour la première fois, les autorités françaises, au-delà des Africains qui étaient la cible de leur terrorisme d'État, ils s'attaquent à un Russe. C'est ça la nouveauté. Donc la cible, c'est ça qui fait aujourd'hui la sensation. C'est là où on va davantage insister. Mais au-delà de la cible, ils sont habitués à ces actes. C'est des États terroristes, des sponsors du terrorisme dans le monde. Merci Jonathan. Voyons voir si c'est la même pensée du côté de nos téléspectateurs. Jean Sakponou, vous êtes aux États-Unis d'Amérique. Bonsoir Jean. Bonsoir Bachir. Bonjour Bachir. Bonjour aux techniciens, bonjour à vos invités, et Jonathan et puis Charlie. Bonjour à vous tous, que la lumière divine vous éclaire davantage pour vraiment éclairer les jeunes Africains, pour ne pas dire, et même les vieux, dans cette lutte, dans cette bataille de libération du continent mère africain. Bachir, merci beaucoup pour le sujet. Oui, vos invités ont beaucoup déjà éclairé à l'antenne. Et ce que, n'oubliez pas ceci, que le siège des BRICS est en Centrafrique. Les Occidentaux n'aiment pas la concurrence, mais ils aiment la domination. C'est des gens, c'est leur mentalité, c'est dans leur ADN. C'est pourquoi parler de coopération avec ceux-là depuis longtemps, c'était une erreur. C'est pourquoi on ne peut pas évoluer, parce que eux, c'est la domination. C'est-à-dire, c'est eux. Sans eux, il n'y a rien. Alors, mais si le siège des BRICS sera en Centrafrique, mais qu'est-ce que lui va encore rester là pour faire? Alors qu'ils étaient là pour dominer, pour piller davantage, seuls.
Alors, ça se comprend. En plus de ce que Jonathan a dit, c'est des gens qui sont sadiques. Bachir. Mais regardez, faites le bilan de coopération avec l'Occident et l'Afrique jusqu'à aujourd'hui, ce que ça a donné à l'Afrique. Vous allez voir que effectivement c'est des sadiques, c'est des menteurs, c'est des criminels. Et ils continuent toujours de penser. C'est ce qui est même écrit sur la lettre, non? Vous avez vu? Les Russes quitter l'Afrique. L'Afrique c'est pour nous. Voilà, c'est dans leur pensée comme ça. Mais on ne comprend pas. Mais nous allons lancer un appel aux Occidentaux, surtout aux Français, d'être informés de tout ce que leur pays et leurs alliés font contre le continent depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui. S'il faut s'en va d'oublier, c'est grave, parce que les conséquences vont venir, ne vont pas tarder. Moi qui suis ici maintenant, on va me dire que je suis financé par les Russes, mais nous voyons la justice quand même. Hein, Bachir, mais quand tu es dans un partenariat avec quelqu'un qui ne t'apporte que la pauvreté, les tueries, désolation, mais tu vas continuer toujours. Mais c'est malheureux de voir nos présidents, ceux qui sont à la tête des pays africains, penser que oui, siège à l'ONU, siège G20. Est-ce que vous savez comment est-ce qu'ils ont conspiré ces organisations? Vous, les présidents africains, est-ce que vous savez cela? Et vous réclamez de sièges là-bas? Mais ne soyez pas bêtes. Nous vous demandons, si vous ne voulez pas, laissez taire ces affaires-là. Nous avons, avec ce nouvel horizon, nous voulons nous-mêmes concevoir nos groupes de développement, nos groupes de libération, nos groupes d'autodétermination, d'autofinancement, c'est tout. On n'a pas besoin de G20 et ça consort. On n'a pas besoin. Si vous avez besoin, allez, le gouvernement mondial dont on parle là, vous les présidents africains qui pensez que vous allez toujours être vous êtes associés. Est-ce que vous savez comment ils ont conspiré ces gouvernements, les théories? Mais pourquoi vous êtes si naïfs comme ça? On n'a pas besoin de vous avec ces pensées. Revenez en Afrique, soyez des fils africains et défendez le continent. Ne soyez pas des crabes. Nous sommes en guerre. Que Dieu bénisse, ils vont échouer. Ils savent déjà qu'ils ont échoué. Pourquoi ils vont pas? Ils vont partir, Bachir. Je ne veux pas trop parler. Ils vont partir. Je ne suis pas Dieu, mais c'est la justice divine. Que Dieu bénisse. Nous sommes en guerre. Merci à vous, très cher Jean Sarponou, depuis les États-Unis d'Amérique. Nous prenons l'appel de Abou d'Angleterre. Abou, bonsoir, vous nous écoutez? Alors, avant Abou, il me semble qu'il y a quelqu'un d'autre. C'est ça? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Bachir. Ah, monsieur Sidi. Oui, bonsoir, Bachir. Bonsoir, depuis le Bénin. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam. Comment va, mon frère du Bénin? Très bien, monsieur Bachir. Merci. Alors, vous avez la parole. Je salue tout le plateau. Je vous salue avec déférence. Et je vous dis en même temps, étant vivant, que vous êtes un très bon journaliste. Et que le Seigneur vous protège. Revenons maintenant, revenons-en au fait. Bachir, plus rien ne nous étonne quand il s'agit de la France. La survie de la France est engagée tout juste après la guerre du 25 février en Ukraine. Donc, la France, même si elle met la France en Ukraine, ce n'est pas à cause de l'Ukraine, c'est à cause de l'Afrique. Pour mettre une pression. La pression n'a pas marché. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant bloquer, qu'on appelle celui qui refuse que je mange. C'est ça que je pense là. Maintenant, moi, je ne me lamente même pas au problème. Moi, je veux que la Centrafrique prenne ses responsabilités. Si les faits sont avérés, et qu'on appelle que comme ça, c'est la presse qui est responsable, il faut qu'on renvoie de la France de la Centrafrique. Et aussi accompagner le Mali pour poser, qu'on appelle un autre, comment je vais appeler ça? Déposer une plainte aussi au niveau de l'ONU, au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU pour accompagner le Mali. Pour que la France soit reconnue officiellement
puisque officieusement tout le monde le sait, et que la France soit reconnue officiellement comme État terroriste. Ce n'est même pas soutien au terrorisme, État terroriste. Elle pense qu'avec ces actes-là, elle va faire peur aux panafricains ou bien. Mais nos grands-parents ont connu plus que ça. Ils ont été déportés aujourd'hui. Nous sommes là pour défendre l'Afrique. Et comme l'a dit Thomas Sankara, c'est la patrie, la mort, nous vaincrons. Donc, moi, je ne me lamente même pas. Il faut que la Centrafrique fasse des enquêtes minutieuses qu'on appelle concomitamment avec la Russie, pour que de bons résultats, qu'on présente ça à la page du monde. Et la France, non, elle vaudra ce qu'elle va, parce que, vous voyez, Bachi, chaque fois que lamenter, chaque fois que prendre, ça nous amène en même temps, il faut prendre maintenant des actions fortes. Parce qu'au Mali, ça peut se passer. On ne peut pas produire au Mali. Donc, il faut que la Centrafrique prenne ses responsabilités. Le ministre Bachi, que Dieu donne une télévision et que Dieu vous protège. Nous sommes en guerre. Merci, très cher Sidi, depuis le Bénin, et un salut à tous ceux qui suivent l'émission à vos côtés, que ce soit à Parakou, à Cotonou ou même à Porto Novo. En tout cas, vous êtes très nombreux de ce côté-là à nous suivre sur les satellites Eutelsat et Amos. Nous revenons vers Abou d'Angleterre. Abou, bonsoir. Bonsoir, mon très cher frère Bachir Adam. Oui, c'est le frère Abou depuis l'Angleterre. Je suis tellement content de vous revoir ce soir à cette première édition. Bachir, j'insiste, vous êtes le meilleur journaliste du monde. Et puis bravo pour votre prix de Award, Africa Award que vous avez remporté. Donc félicitations à vous. Et restez béni. Quand je dis cela, je salue tous vos invités de marque, en particulier le brillantissime oui, et les techniciens et tous les appelants. En ce qui concerne la problématique de ce soir, Bachir, vous savez, ce qui se passe au Centrafrique, c'est une énième provocation des États-Unis sous prétexte de la France. Parce que ils ont su que les BRICS sont arrivés, et qui dit les BRICS dit la fin de l'hégémonie du dollar. C'est-à-dire que qui dit les BRICS dit la nouvelle monnaie centrafricaine qui est en cours. Et du coup, le dollar qui s'en va et un truc comme on appelle ça même, le franc CFA qui s'en va. Donc, ces deux-là, ces deux malfrats, les États-Unis et la France, se sont mis ensemble pour faire ce coup-là. Mais nous sommes contents parce que nous disons que à quelque chose mal. Bon, ça dit que ils ont frappé là où ils ont un peu tiré sur eux-mêmes leurs pieds. Parce que la Russie n'est pas l'Afrique. Vous comprenez? Donc, c'est un peu la fin du film que nous allons voir maintenant. Plus que jamais. C'est ce que nous disons. Nous sommes pressés de voir parce que la Russie a été attaquée directement dans sa propre maison. Vous comprenez, c'est plus le Centrafrique qui a attaqué, ça c'est la Russie qui a attaqué. Donc, que le président maintenant, Hans Touadéra, comprenne qu'il n'y a plus le temps de tergiverser. Maintenant, c'est que l'ennemi a montré sa face hideuse, a montré que toutes ses limites, qu'elle n'est pas là pour discuter, elle est là pour tuer, puisque lui-même, il a échappé à l'attentat, et il y a plusieurs attentats en cours, pour l'assassiner, et aujourd'hui c'est le représentant russe qu'on assassine. Donc en matière du représentant russe, c'est Vladimir Poutine même à qui on est en train de donner disons un message fort. Donc c'est quoi aujourd'hui? Que les deux comprennent que il faut chasser la France à tous les moyens, que c'est une guerre ouverte, c'est une déclaration de guerre. Donc maintenant, il n'y a plus à tergiverser, qu'il fasse ce qu'on appelle corps et âme avec la Russie et met tout en question et boucler la France sans discussion. Il faudrait qu'il aille au bout maintenant de ses idées. Là où il y a la mort, il n'y a plus de discussion, il n'y a plus de négociation. On ne négocie pas avec les terroristes, ils sont allés très loin, il faut les frapper. C'était M. Abou depuis l'Angleterre. Bye bye from là. Bye. Merci à M. Abou depuis l'Angleterre pour la contribution. Et bien sûr, nous revenons vers le plateau et justement vers Charlie Kenyé. Charlie, nous sommes rendus à moins de 10 minutes de la fin de cette édition. Mais notre question, est-ce que la Centrafrique ne risque pas finalement de devenir
un territoire, une zone d'affrontement direct cette fois-ci entre ces puissances, la Russie et la France? Bon, c'est pas la Centrafrique. C'est pas le problème ici ne peut pas se poser rien qu'au niveau de l'État centrafricain, parce qu'en réalité l'Afrique aujourd'hui est le théâtre de cet affrontement entre deux blocs. Il s'agit qu'il y a deux blocs aujourd'hui qui s'affrontent, à savoir le bloc de l'Ouest contre celui de l'Est, le bloc de l'Ouest avec en sa tête les États-Unis contre le bloc de l'Est avec en sa tête l'alliance russo-chinoise. Donc l'Afrique aujourd'hui est le théâtre de cet affrontement-là. Si on veut rester dans les schémas occidentaux, ce serait de croire que est-ce que l'Afrique doit choisir un des deux blocs. Alors ce serait une erreur monumentale. Parce que la finalité de ça, c'est quoi? La finalité, c'est que les deux blocs vont s'asseoir tôt ou tard pour justement encore répartir le monde. Mais est-ce que le moment venu, l'Afrique sera invitée à la table de négociation? C'est ça la problématique. L'Afrique aujourd'hui est un théâtre d'opération parce que l'Afrique est cette belle dame à poitrine aux formes intelligentes et désirantes qui attire tout le monde. Mais la finalité de tout ça, c'est que ils finiront par s'asseoir. Je le dis encore. C'est-à-dire que s'il est vrai que quelque part, connaissant le satanisme occidental, parce que j'insiste sur ça, le satanisme occidental, ces gens peuvent également entraîner le monde à une troisième guerre mondiale, mais que cette fois-là qui sera nucléaire. Mais je ne veux imaginer ce scénario parce que ce serait la fin de l'humanité. Parce que rappelons également que tant du côté des États-Unis que du côté de la Russie, il y a un vaste chantier de construction de refuge antinucléaire. Parce que rien que dans la région, par exemple, de la capitale de Moscou, rien que dans la région de Moscou, la Russie récemment a annoncé la construction de refuges antinucléaires d'une capacité de 15 millions d'habitants. Et aux États-Unis, pratiquement chaque jour, on multiplie la construction de ces sites et de refuges antinucléaire. Comme quoi, c'est comme si ces deux puissances sont en train de nous amener vers une troisième guerre mondiale. Ce qui serait véritablement la fin de l'humanité. Mais qui en réalité arrangerait les intérêts de ces méta humains, parce que ce ne sont plus des humains, de ces méta humains qui commandent le monde, qui, justement, sous le prisme de ce que j'aime pour habitude de dire, les déclarations de l'OMS, parce que l'OMS déclare depuis bien des années aujourd'hui que la population mondiale excède de 90%. Donc, on ne veut pas arriver dans ce schéma-là, mais c'est une réalité également. Ce qui nous, les Africains, nous intéresse, c'est qu'est-ce que nous, les Africains, quelle est la posture, justement, quelle est la nôtre qu'on devrait adopter face à cette réalité. Parce que, comme je le disais tantôt, le jour où ces deux grands, ou alors ces deux blocs décideront de s'asseoir, est-ce qu'on vivra encore ce qui s'est passé à Yalta, où les Africains n'ont pas été invités à la table des négociations? Donc aujourd'hui, les Africains doivent se constituer. Trêve de débat, trêve de discours. On doit être ensemble. C'est la survie de notre race. C'est-à-dire que c'est toute une civilisation. C'est la survie de notre civilisation. Les guerres aujourd'hui qui se mènent à l'échelle internationale, contrairement à toute la propagande qui est faite dans les médias occidentaux, ce sont des guerres de civilisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une civilisation qui veut imposer sa civilisation au reste du monde. C'est justement le cas de l'Ukraine. C'est-à-dire qu'on veut obliger l'Ukraine aujourd'hui à vivre selon le modèle occidental, selon les repères occidentaux, qui n'ont rien à voir avec la Fédération de Russie. Donc, on veut imposer également ce modèle-là, à savoir la démocratie et bien d'autres bêtises à l'échelle internationale. On vous dit par exemple que la Chine est une dictature, alors qu'en réalité, c'est une démocratie à la chinoise. On vous dit que la Russie est une dictature alors que c'est une démocratie à la russe. On nous dit que nous les Africains, le seul peuple qui n'arrive pas encore à s'identifier, c'est l'Afrique. Parce qu'on ne sait pas si on est une dictature, on est une démocratie, on est je ne sais pas quoi, on n'arrive pas encore à s'identifier. Et c'est ça le drame. On est dans l'apprentissage de la dictature et de la démocratie. Exactement. C'est pourquoi chacun nous traite selon ses termes. C'est-à-dire que les Américains disent que nous sommes une dictature parce qu'on ne respecte pas leur civilisation et les valeurs. Les Chinois nous regardent comme s'ils ne savent pas quoi aller. Ils disent que non, ce qu'ils peuvent faire avec nous, c'est le commerce. La Russie quand même vient dire que bon, je ne suis pas, parce qu'il n'y a pas de philanthropie, nous sommes dans les relations internationales, ce sont les intérêts. Donc même la Russie n'arrive pas en Afrique comme si elle venait en Dieu le Père pour nous aider de nos malheurs. Non, elle arrive parce que la Russie également, dans la construction de ce monde multipolaire, a besoin d'états satellites sur lesquels également elle va pouvoir faire pencher la balance. C'est très bien pensé. Sauf que contrairement au bloc occidental, le bloc
ça dit que contrairement au bloc de l'Ouest, le bloc de l'Est ne vient pas nous amener, ou alors ne vient pas en partenariat avec les États africains en nous imposant un certain nombre de choses. Parce que quand le bloc de l'Ouest vous donne 10 francs, il vous impose leurs valeurs, qui ne sont pas les nôtres. Le bloc de l'Ouest, par contre, le bloc de l'Est, lui, il vient dire là avec vous, il ne vous impose rien. Sauf que lui-même aussi, il n'est véritablement pas dans la logique de vous dire ce n'est pas ce que nous on vous apporte qui va vous aider, c'est ce que vous-même vous allez constituer qui va vous aider. C'est-à-dire qu'il y a un savant africain qui disait on ne développe pas un État, on n'aide pas un État à se développer, un État se développe. C'est-à-dire que c'est à nous de nous lever, de puiser à travers les éléments internes que nous avons, à travers nos valeurs intrinsèques, c'est à nous de développer ça pour pouvoir nous affirmer au reste du monde. Le jour où le monde s'assira, parce que ce jour arrivera, le jour où le monde s'assira pour repenser le monde, est-ce que l'Afrique sera invitée à cette table? C'est à nous de nous poser la question. Et je chute en 30 secondes avec la réponse. La réponse, elle est simple. Les États-Unis d'Afrique. Le jour où l'Afrique se mettra ensemble, je dis le même jour, parce qu'on les connaît, ils n'accepteront jamais que l'Afrique c'est la première puissance mondiale. Mais même les analystes reconnaissent que le jour où l'Afrique se mettra ensemble, au minimum, l'Afrique sera la deuxième puissance mondiale. Je dis au minimum. Très bien. À quoi donc, pourquoi donc attendre? Trêve de discours, trêve de palabres, nous devons nous constituer, il faut passer aux arts. Il faut les États-Unis d'Afrique. Alors j'ai mis quelqu'un en attente depuis quelques minutes déjà, on va lui donner 1 ou 2 minutes et on revient pour le dernier mot avec vous, Batengene. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. J'appelle depuis le Bénin. Ah, depuis le Bénin. Comment est-ce qu'on vous appelle? C'est monsieur Mohamed Awali. Ah, Mohamed Awal. Mais... Oui, depuis Parakou. D'accord. Vous avez la parole, cher ami. J'espère que vous avez enregistré mon numéro. C'est enregistré au niveau du standard. Bon, merci beaucoup, monsieur Bachir. Vraiment, je suis fier. Je suis très, très content. Bon, c'est par rapport aux États-Unis d'Afrique, là. États-Unis d'Afrique, quoi, Afrique, là, les bêtises qu'ils font là. J'espère que le nouveau monde est déjà dessiné. La Russie, Dieu nous a montré déjà que la Russie a pris la tête du monde. C'est elle qui va nous guider. On est d'accord, nous, population de l'Afrique. Tout le monde est derrière Poutine. Que Dieu l'aide. Si Pierre à Dieu, on va conquérir ce monde. On va conquérir ce monde. On va conquérir ce monde. Avec la prière de Dieu. Inch'Allah. Monsieur Bassi, prions ensemble. Et encore, je n'oublie pas. Je vous rappelle toujours de voir nos leaders panafricains. Monsieur Batengene, comment on appelle, président Banatani, que notre président de la République béninois là, il a besoin de conseils. De faire tout possible pour demander l'audience. Pour venir nous donner des conseils. Peut-être avec leurs conseils, il peut nous écouter. C'est quelqu'un que j'aime trop fort, il est très intelligent. Peut-être il est en train d'être embrouillé par d'autres. Merci infiniment. Vraiment, on n'est pas tranquille ici. On aura le temps pour tout cela, certainement. Merci à vous, Jonathan Batengene. En 30 secondes, on va refermer l'édition. On demande tout simplement à Mohamed Awal de garder son mal en patience. Il parlait du sommet États-Unis-Afrique et vous nous avez d'ailleurs proposé une bonne thématique pour cela. Demain, on reviendra là-dessus. Vous avez le mot de la fin. Actuellement, les États européens, les États occidentaux sont aux abois, ils sont dans l'agonie. Parce que leur puissance déclinante augure la fin d'une ère où ils avaient l'hégémonie planétaire. Et particulièrement, elle était très visible qu'au sur le plan continental avec la France. L'Afrique se libère, et comme mon frère Charlie le disait, cette Afrique n'est pas en train, quoi nous avons dit à notre frère Mohamed, l'objectif, c'est pas de devenir les vassaux de la Russie. Nous avons besoin de la Russie comme la France ou bien les puissances occidentales ont eu besoin des autres peuples pour se libérer de Hitler. Aujourd'hui, le nazisme impérialiste qui nous est imposé fait que nous avons besoin des alliés puissants pour nous en débarrasser.
Mais ça ne veut pas dire que nous sommes assujettis, nous ne sommes pas aliénés par ces alliés-là. Non. On sait où on va en fait. Nous savons où nous allons. Et au départ, nous avons toujours insisté sur cette idée. Il faut un complexe militaro-industriel en Afrique. Parce que la base de la souveraineté politique, elle est d'abord militaire. Quand vous n'avez pas votre souveraineté militaire, vous ne pouvez pas parler de souveraineté politique. Et vous ne pouvez pas donc engager les autres piliers de la souveraineté comme l'économie et le reste. Et d'ailleurs, même que la souveraineté militaire implique que le complexe industriel-militaire est un complexe qui permet au pays d'être compétitif au niveau économique. Il n'y a qu'à voir Israël et les États-Unis eux-mêmes. Donc, il nous faut un complexe industriel-militaire. Nous pensons que les chefs d'État africains vont sortir de cette vision minimaliste qui consistait à faire des bons élèves des autres. Comme quoi quelqu'un qui se lève et dit, il va en France, on dit, ah, toi tu pratiques bien la démocratie, vraiment tu es un exemple dans l'Afrique de l'Ouest. Il faut qu'on cesse de se faire des bébés politiques dans le monde. Nous sommes des êtres à part entière, nos États sont aussi souverains que les leurs, et nous avons besoin d'une vision robuste, d'une vision solide, et d'une vision prospective qui va permettre à l'Afrique, comme Charlie le disait, dans la renégociation de l'ordre mondial, de compter à la table des décideurs. Très bien. On va y compter, ça c'est sûr. Vous avez donc le salut de tous ceux qui nous suivaient sur le live streaming. Kaboré Claude, qui a trouvé d'ailleurs que le temps était très court. On n'a pas vu le temps passer, nous également. Kaboré, merci en tout cas depuis le Burkina Faso. Ngone Betty, Fatou Doukouré, Abita Gondji et Marie Poto. En tout cas, vous étiez très nombreux aux côtés de Floraba. Nombreux étaient donc ces téléspectateurs qui nous suivaient également. Ils vous saluent tous, messieurs. Je ne sais pas si vous avez déjà commencé le devoir que vous a donné le professeur Jean-Emmanuel Pondy. Il a déjà, voilà, à vous deux. Il a dit qu'il va lancer, c'est pas un secret politique. Voilà, c'est un secret politique. Il va lancer un appel à contribution. Un livre ensemble, hein, Jonathan Batenguene et Charlie Kenyé. En tout cas, ce serait tout simplement une merveille pour les Africains. Merci à vous, messieurs. Certainement, on se retrouvera demain pour à la même heure, j'allais dire, pour le même programme, avec une autre thématique. Bonne suite des programmes sur les antennes de Foyo Média Africa.